Si j'avais su que j'aurais un jour une histoire, je l'aurais choisie. J'aurais vécu avec plus de soin pour la faire belle et vraie, en vue de me plaire. Maintenant, c'est trop tard. Fermez les guillemets. J'ai lu ces mots de Marguerite Duras cette nuit. C'est tiré d'un livre de jeunesse, La vie tranquille. Je me demande pourquoi il m'accroche autant et si c'est trop tard pour avoir une vie plaisante et tranquille dans laquelle le héros, ce serait moi. En même temps, être le héros de sa propre vie, c'est assez logique, non? Je ne vais pas me plaindre de mes insomnies comme Bernard-Henri Lévy qui fait le ouin-ouin sur tous les plateaux télé pour la promotion de Nuit Blanche, son énième navet intersidéral où il pleure sur ses souffrances nocturnes. Les fantômes des machins, les morts, les êtres chers, enfin, la nuit d'un insomniaque, c'est ce manège-là. J'allais dire ses incontinences. C'est normal, personne ne l'arrête quand il parle. À force de l'écouter geindre et donner son avis sur tout et n'importe quoi, les initiés relèveront une forme très particulière d'humour, du comique de répétition. Netanyahou, c'est un Netanyahou mitterrandien. Son sérieux, son arrogance, son mépris et sa défense acharnée du génocide à Gaza ressemblent de plus en plus à un naufrage. Plus BHL se fait l'avocat de Netanyahou, plus on déteste le criminel de guerre. C'est épuisant d'évoquer la vie ou les mœurs de Bernard-Henri Lévy. Il est pourtant le symptôme visible, culminant, flagrant de la déliquescence de notre histoire. Je veux parler de l'histoire de ce pays. Comment ce paltoqué peut-il encore être invité partout et surtout pris au sérieux? La quantité de ces mensonges proférés depuis le 7 octobre est hallucinante. D'autant qu'il les profère maintenant la bouche pleine. Et c'est encore pire. Déjà parce qu'elle est antisémite, pas de la gauche, ça part de la gauche. Un grand nombre des dirigeants de LFI se conduisent aujourd'hui comme des fascistes. C'est pas réservé à la droite. Aujourd'hui, LFI renoue avec sa tradition fascisante d'une certaine gauche de l'époque de l'affaire Dreyfus. Antisémite, éventuellement raciste. Le fascisme, c'est la haine du libéralisme et la haine de la démocratie. Je suis insomniaque, j'en ai fait mon deuil et mon affaire. Plusieurs nuits par semaine, je dors 2 heures et ensuite je lis et j'écris, parfois des éditos. Je ne fais suer personne avec cet état que j'ai fini par apprivoiser. Je ne lutte plus, je ne compte pas les moutons, je réfléchis à la situation, j'échafaude des plans et je reconstitue des souvenirs. Je me souviens que c'est Marguerite qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est par le manque qu'on dit les choses. Le manque à vivre, le manque à voir. C'est par le manque de lumière qu'on dit la lumière et par le manque à vivre qu'on dit la vie. Elle et Cavana. Dès qu'on met en marche ce qu'il faut bien appeler la raison, ça vous entraîne très très loin, ça élargit l'horizon, ça creuse soudain un grand abîme devant vos pas, et il y a des gens qui ont peur, qui veulent pas, et qui préfèrent oublier qu'ils ont une raison et ne pas s'en servir. Et faire comme s'ils n'en avaient pas. J'ai rencontré Cavana quand j'avais 24 ans et Marguerite quand j'en avais 26. Ils m'ont servi d'exemple et de catalyseur. J'écrivais déjà à Libération, mais moins pour changer le monde que pour le raconter. 40 ans plus tard, je continue à écrire cette drôle d'histoire sous leur ombre tutélaire. Je n'imaginais pas dans ces années-là un monde si torturé, si fragile et si violent. Dans les années 80, les repères étaient nombreux, le bien, le mal, l'authentique, le bidonnage, les prolos, les bourgeois. Le journalisme était un sacerdoce où le but était d'approcher la vérité. Il y avait la gauche et la droite, l'extrême gauche et l'extrême droite, qui ne pesaient pas lourd. Le centre était une variable d'ajustement. Il y avait TF1, Antenne 2, France 3. Il y avait des usines et des bistrots un peu partout. Pas de réseaux sociaux. Donald Trump était une baudruche endettée qui vivait encore avec Ivana, qui était déjà botoxée. Il avait perdu plus d'1 milliard dans l'immobilier. Et le fisc et la mafia lui ont sauvé la mise. Les parents d'Elon Musk venaient de divorcer. Et le jeune Elon, 11 ans, diagnostiqué Asperger, était élevé par un père afrikaner un peu frappé, dur
et raciste. On est toujours l'enfant qu'on a été. Un jour, 7 hommes noirs armés sont entrés chez moi et ils ont ouvert le feu. Malheureusement pour eux, je suis un bon tireur moi-même et j'en ai tué 3. Le 13 février 1984, Jean-Marie Le Pen faisait son premier entretien à la télévision française. L'heure de vérité, ça s'appelait ainsi. Aujourd'hui, essayer de faire une émission qui porte ce nom, tout le monde se marre. Il y a suffisamment de crèches, d'écoles, d'hôpitaux dans notre pays si ils étaient réservés à ceux qui les payent, c'est-à-dire aux Français. Le Front National, fondé par des nazis, faisait alors peau de balle aux élections. Marine a pris sa carte dans le parti de son père en 1986 à 18 ans. Mon père, c'est quelqu'un dont vraiment je suis fière. Vraiment, j'en suis très fière. Je suis vraiment très heureuse de m'appeler Mlle Le Pen et de plus en plus. L'année où sa mère faisait les ménages dans Playboy. Mitterrand suivait le Front National comme le lait sur le feu. Et puis un jour, il n'a pas vu la casserole déborder. S'il avait su, aurait-il poussé son expérimentation si loin ? En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. En Afghanistan, dans ces années-là, la CIA armait les talibans pour abattre les Russes. La Chine se libérait de Mao et se mettait au capitalisme, qui devenait alors la religion la mieux partagée sur la planète. Je veux que vous arriviez à régler vos problèmes en devenant riche. Surtout quand le mur de Berlin s'est effondré. Poutine rongeait son frein au KGB. Pétrodollars cherche paradis fiscaux pour entreprendre des pyramides de Ponzi. Madoff était le roi de Manhattan. Le dieu dollar écumait les bars, les cinémas, les salons d'armement, le continent africain, les banques et les églises. Personne n'avait relevé que la Terre commençait à se réchauffer. Les ours blancs, les éléphants, les gorilles et les thons rouges étaient goguenards. Ça ne va pas durer. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Comme le chante depuis longtemps Tiken Jah Fakoly. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses les gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Aurait-on pu imaginer la suite ? Ces déséquilibres, ces haines, les océans plastifiés, les glaciers carbonisés, les fake news à l'appel, le dark web, ChatGPT, la guerre en Ukraine, Fukushima, les climato-sceptiques, les scores de l'extrême droite, le triomphe des libertariens, Musk qui promeut les nazis de l'AfD en Allemagne en assurant sans rire qu'Hitler était communiste. Comment inverser le réel mode d'emploi ? Plus c'est gros, plus ça passe. On s'y était essayé en France avec Sarkozy et son Karcher. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Et sa fin des paradis fiscaux. Il faut en finir avec les paradis fiscaux. Fake. Macron a parachevé son œuvre de destruction de la gauche et des services publics. Le premier a un bracelet électronique, le second une descente aux enfers. Le premier est rattrapé par la justice, le second par la France d'en bas, sur laquelle on ne peut pas s'essuyer les mocassins indéfiniment. Reste l'ultime hoquet de la démocratie. François Bayrou, Premier ministre. Aurait-on pu trouver la parade face à ces médias aux ordres du pouvoir ou des oligarques, face à ces armées de fachos et de décérébrés du bulbe qui confondent insultes et humiliation avec liberté d'expression? Je veux aujourd'hui vous parler d'une chose fragile et précieuse, la liberté d'expression sur Internet. Qu'est-ce qui a vrillé pour qu'on en arrive à ce cycle liberticide et désastreux? Comment on fait pour dire stop? Nos existences étaient plus paisibles avant le 11 septembre 2001, puisqu'il faut choisir une date. Le spectacle mondial des Twin Towers en flammes nous a pétrifiés et a changé soudainement la donne. Ensuite, les guerres et les catastrophes se sont succédées comme autant de signes noirs dans un jeu devenu plus dangereux, plus imprévisible et plus morbide, nous contraignant à des replis défensifs et sécuritaires. L'Amérique perdait en superbe et en leadership,
Ben Laden, étude anglaise, protection saoudienne, a rebattu les cartes, planqué au Pakistan. Les peuples opprimés en Asie comme au Moyen-Orient ont vu en lui un esprit vengeur. C'était compté sans Daesh. Le dieu des musulmans est soudain devenu un problème pour le reste de la planète. Et les attentats qui vont ensanglanter la France en 2015 vont continuer ce travail de délitement. Il y a 10 ans, le 7 janvier 2015 a été un point de bascule. Le lendemain de l'attentat de Charlie, invité sur LCI, il fera ensuite toutes les chaînes, Philippe Val, ex-directeur de la rédaction de Charlie, alors directeur général de France Inter, nommé par Sarkozy, expliquait qu'il était à Paris la veille au soir et que dans les kebabs, c'était la liesse. On fêtait ça à coups de fusil tirés en l'air. Les propriétaires et les clients de plusieurs snacks turcs et musulmans qu'il avait vus en traversant Paris riaient, disait-il, et applaudissaient à l'acte de bravoure des frères Kouachi. Cette sortie médiatique n'est pas anecdotique. Elle propose d'emblée la vision d'une société fracturée, marquée par le « eux » et le « nous ». Elle laisse place à un discours nauséabond, ciblant une partie de la population française, les musulmans. Tous les musulmans, évidemment, ne sont pas des terroristes, puisque c'est ridicule de dire ça. Ils sont aussi victimes du terrorisme. Mais évidemment. Mais en revanche, tous les terroristes sont musulmans. Ce souvenir précis des mots de Val, repris en boucle ensuite, dit le climat ayant suivi l'attentat. Il fallait alors à tout prix être Charlie. Philippe Val, ou Richard Malka, l'avocat, suivi par toute la clique des faux amis des dessinateurs morts, ont joué aux apprentis sorciers et ont soufflé sur les braises. Il y avait des désaccords profonds à l'intérieur de ce journal sur la ligne éditoriale à tenir. Elle était discutée et des critiques sur l'obsession islamophobe émergeaient dans l'équipe bien avant l'attentat. J'ai écrit un livre sur le sujet et j'avais des amis à Charlie. L'attentat, au-delà de l'horreur et du chagrin, a mis fin à ces débats. L'horreur a étouffé toute critique. 10 ans se sont écoulés donc. À la mémoire des victimes de l'attentat terroriste contre la liberté d'expression perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo le 16 janvier 2015. L'attentat a permis à la ligne représentée par Val, Malka et quelques-uns de prospérer sur le terrain politique. Les néo-réacs, Bernard-Henri Lévy. Ce qu'il faut, c'est pas un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, ça veut dire qu'à la minute où il entre en exercice, le Hamas triomphe, l'Iran pavoise, l'internationale islamiste est victorieuse et on entre dans une saison en enfer. Raphaël Enthoven. Oui, il y a une différence à faire entre des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. Je pense qu'il faut marquer cette différence, que c'est même très important de la faire. Là encore, ça n'est pas commensurable. Et là, à la fin, c'est des enfants qui meurent. Bien sûr. Caroline Fourest, Julien Drey. C'est que c'est la Chambre du Front Populaire qui a voté les pleins pouvoirs. Au maréchal Pétain. Au maréchal Pétain. Manuel Valls. Quelques blancs. Non, contre blanc, quelques white, quelques blancs coach. Sophia Aram. On a l'impression que vous êtes plus anti-insoumis que anti-Rassemblement national. Et tant d'autres ont viré leur cutie et font aujourd'hui du Le Pen dans le texte. Quand j'écoute, par exemple, Julien Drey, aussi un ministre socialiste, fondateur de SOS Racisme, etc., sur les antennes, je me dis, mais pas toujours, bien sûr, mais parfois, je me dis, mais il parle comme Jean-Marie Le Pen. L'attentat a fait émerger plusieurs dessins politiques et médiatiques qui vont lentement changer notre pays et ses valeurs. Loin de l'humanisme ou de l'esprit des Lumières, nous allons nous fracturer en plusieurs camps. De l'avènement d'Éric Zemmour à la montée en puissance de Marine Le Pen, du printemps républicain au grand remplacement, de la percée de Gérald Darmanin, de Bruno Retailleau à celle d'Éric Ciotti, de la prise en main de Vincent Bolloré sur des médias à sa botte à l'omniprésence de l'extrême droite sur les plateaux télé, de l'islamophobie à l'invention de l'islamo-gauchisme. Et du coup, souvent, ça nous amène à faire des indigestions. De franc-tireur à frontière, de Pascal Praud à Cyril Hanouna. Tout cela aurait-il été possible sans le séisme des attentats ? En particulier celui ayant coûté la vie aux dessinateurs et aux amis de Charlie Hebdo.
Rien n'était prémédité, mais un storytelling s'est progressivement mis en place. Il a permis l'extrême droitisation du pays, en ciblant une partie de la population et la mise au ban d'une religion. Aucune excuse. Expliquer, c'est déjà excuser. Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle. Avait martelé Manuel Valls au nom d'un parti socialiste déjà moribond et d'une gauche perdue et perplexe, jetant le discrédit sur tous ceux qui cherchaient à comprendre les raisons poussant par exemple de jeunes Français à se radicaliser et à partir pour la Syrie ou pour l'Irak. Les questions sociales étaient évacuées au profit des préoccupations religieuses, identitaires et raciales. Emmanuel Macron a enfoncé dangereusement ce coup-là, faisant glisser la gauche vers un radicalisme qui n'existe pas. L'histoire de Charlie, celle des personnalités qui l'ont faite et surtout qui l'ont défaite, est plus compliquée et dévastatrice que ce qui nous a été raconté. Je voulais faire quelque chose d'enragé, quelque chose qui fasse mal, de harakiri, quoi. Je crois que le journal reflète bien le nom. Tous, comme le raconte le dessinateur Aurel dans un petit album récemment sorti, Charlie quand ça leur chante, ont détourné l'histoire de Charlie Hebdo pour devenir des néo-réactionnaires. Qui se souvient ici, sur les plateaux télé, ou même dans les lycées ou les universités, que Charlie, c'était d'abord Choron et Cavana. Tous deux sont morts. Choron en 2005 et Cavana 9 ans plus tard. Tu es assis, Cavana ? Reste assis. Ne bouge pas. Écoute-moi, Choron. Tu ne vas pas me croire. Des types sont entrés dans vos bureaux et ont tiré à la Kalachnikov. 2 mecs, et ils étaient habillés en noir avec des cagoules. Volin est mort, Tignous aussi, et Cabu, Charb, Honoré. 10 autres ce jour-là, un bain de sang. Si tu avais été sur place, t'en aurais pris une aussi, Cavana. C'est arrivé 1 an après ton départ. Attends, ce n'est pas tout. Très vite, un élan de solidarité a parcouru la planète. Oui, la Terre était comme électrisée à une prise baptisée Charlie Hebdo. Un tsunami de larmes et de pancartes brandis à la mémoire de la liberté d'expression et de l'humour bête et méchant. Un publicitaire a eu l'idée d'écrire « Je suis Charlie » au feutre blanc sur un fond noir, à la benne, tu vois. Le slogan a été repris « Je suis Charlie. Je suis Charlie. » de New York à Melbourne, de Londres à New Delhi. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Dans les églises, les cimetières, les pizzerias, les clubs de striptease, les marchands de frites, les stades de foot, le Taj Mahal, la mairie d'Oslo, le pôle Nord, la baie de Rio, la centrale de Fukushima. Tu te rends compte, Cavana ? Même à Times Square, les yuppies, les putes, les flics et les homeless, c'était Charlie. Je suis Charlie. Thank you. Même le pape a montré sa compassion. Toi, le bouffeur de curés et de cul bénis, tu deviens VIP au Vatican. Les télés du monde entier n'ont parlé que de votre journal, le tien et celui de Choron. Partout, sur tous les écrans du monde. Je vous jure que c'est vrai. Tous étaient Charlie, sans savoir, évidemment, que Charlie, c'était vous. Mais c'est compliqué à expliquer cette histoire. Willem, en parlant de vous, dit un malin et un intelligent. C'est assez juste. L'intelligence, c'était toi, Cavana. Il y a eu un temps où critiquer, c'était gueuler dans le vide, où c'était critiquer un gouvernement sur lequel on savait qu'on ne pouvait pas agir. C'était vraiment se payer des beaux gueulements. Maintenant est venu un temps où critiquer, on peut, je me trompe peut-être, mais on peut avoir l'espoir que ça sera entendu où il faut que ce soit et que ça pourra, si faiblement que ce soit, agir. Non que Choron soit con, mais il était plus porté par le calcul à court terme. Il fallait de l'argent pour faire ses journaux. C'était la partie de Choron, le pognon. La gestion de Choron, c'était épouvantable. C'était un aventurier, c'est vrai, mais il ne se sentait bien qu'au bord du gouffre. Toi, tu grattais, tu recrutais, tu faisais le rédacteur en chef, l'acteur de romans photos, le scénariste, le vérificateur à l'imprimerie. D'après Delfeuille de Thon, au début, entre 1960, première harakiri, et 1970, naissance de Charlie Hebdo, tu écrivais sous des pseudos différents la moitié du journal. Tu pensais à long terme et tu bossais comme une mule. Tu te battais contre la censure, surtout. Cavana, il se tapait tous les textes, il était bien content de me voir arriver, et puis voilà, puis... C'est vrai que Cavana, il faisait tout seul, quoi. Il faisait même les dessins, d'ailleurs. Il avait 3 noms, et il signait Cavana, Sepia et Trix. Oui, il avait deux pseudonymes. Et
Et moi, d'ailleurs, j'ai été obligé aussi, comme j'en faisais beaucoup, de prendre aussi un pseudo. J'ai signé Gunnar Vollert, entre parenthèses, le suédois. Traduit du suédois. On faisait des trucs comme ça, quoi, qui se font pas dans les autres journaux, évidemment. Dire encore et toujours à quel point nous sommes plus libres aujourd'hui grâce à toi et à lui. Un fils de maçon, un fils de garde-barrière. Je pense souvent à toi, Kavanagh, quand j'ai des coups de mou à Blast. Tu m'inspires. Je te dois cette indépendance pour laquelle nous nous battons. La semaine dernière, nous avons inauguré nos nouveaux locaux et j'ai improvisé un petit discours pour dire à quel point j'étais content de ce que nous avions accompli en 3 ans. Abonnez-vous à Blast, en vente partout. Contrairement à mes débuts dans le journalisme, où j'avais le sentiment que 2 ou 3 vérités pouvaient s'affronter et que mon job était d'en faire triompher une, aujourd'hui c'est plus flou. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y en a qu'une. Et notre job est de la révéler face aux brouilleurs de vérité. Et ils sont légion depuis que des milliardaires ont mis la main sur tout ou presque de ce qui s'édite, se publie ou se diffuse dans ce pays. On se bagarre contre eux et c'est une guerre qui s'annonce, dont la première issue sera l'élection de 2027. Une guerre de l'information. Je viens de lire ce commentaire de Gilles Deleuze sur Spinoza. Écoute ça, Kavanagh. Ils ont besoin de faire régner la tristesse parce que le pouvoir qu'ils ont ne peut être fondé que sur la tristesse. Et Spinoza fait un portrait très étrange du tyran en expliquant que le tyran, c'est quelqu'un qui a besoin avant tout de la tristesse de ses sujets. En France, on est de plus en plus triste, Kavanagh. Et tout est né de la propagande qui a enflé et occupé les esprits après 2015. 4 jours après l'attentat, 4 millions de Français ont manifesté dans les rues. Chiffres livrés par la police et confirmés par les organisateurs. C'était la première fois de l'histoire des manifestations en France que des CRS applaudissaient des manifestants qui applaudissaient des CRS. L'entente sacrée. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. Tous Charlie. Moi, non. Putain. Quoi? Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Mais tu vas avoir des très gros problèmes. Tu me connais, Kavanagh. Je suis agoraphobe. Et puis bon, je ne vais pas marcher dans leurs combines. Aujourd'hui, c'est à peu près clair dans mon esprit. Je voudrais vous rendre justice, dire à quel point on ne peut pas vous effacer et refaire l'histoire en vous gommant. Votre résistance sera la nôtre. Si tu savais, Kavanagh, un maximum de chefs d'État sont venus à Paris en 2015 pour témoigner de leur émotion et de leur soutien. Parmi eux, des dictateurs africains et Benyamin Netanyahou. Poutine? Non, il n'est pas venu, ni Obama, mais il a regretté. Il ne savait plus comment faire pour rattraper le coup. Pendant la marche, un pigeon a chié sur la veste du président de la République, François Hollande. Patrick Pelloux l'a nettoyé. Qu'est-ce qu'il a pleuré, Pelloux, sur tous les plateaux télé. Val et Malka étaient partout, eux aussi, à la radio, sur les télés, sur les sites internet, même sur les placards du métro. On s'est tapé une overdose. Malka ne pleurait pas, il n'y parvenait pas. On ne peut pas lui jeter la pierre. Il y a des gens qui ne pleurent jamais et qui rigolent tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas tristes ou gais. C'est ainsi, c'est physiologique. Malka avait toujours ce sourire plaqué aux lèvres. Sur Canal aussi, matin, midi et soir. Oui, Canal appartient à Bolloré maintenant. On se réveillait avec lui, on déjeunait avec lui, on se couchait avec lui. Nous, on n'osait rien dire. Nous, tes copains. Tu te rends compte, Kavanagh, ce sont eux qui ont expliqué au monde entier ce qu'était Charlie Hebdo. Eux et Biard, le rédacteur en chef, Riss qui a repris la boutique, et Jeannette Bougrabe, l'ancienne secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy. Je vois que tu ne me crois pas. Je sais que c'est dur à avaler, mais tu dois me faire confiance, Kavanagh. On a parlé de toi, Willem et moi, sur une terrasse de café sur l'île de Groix, en buvant du Calva. Il nous racontait comment il était descendu en stop d'Amsterdam pour te montrer ses planches. C'était en 1967. C'était sa 3e tentative à Harakiri. Il était venu en stop d'Amsterdam. Tu as fini par lui commander 1 page de dessin. Kavanagh, 2. Comme ça, je peux me payer une chambre de bonne ici, à Paris. Ok, 2. C'est ainsi que Willem est entré dans la bande. Comme on entre en couvent, avec des danseuses du Crazy plutôt qu'avec des bonnes sœurs,
avec Reiser, Fred, Topor, GB, Wolinski, puis plus tard Gouriot, Berroyer, Vumain. Sauf que la religion, vous n'en aviez rien à faire. Vous étiez contre, tous contre. La fine équipe. Willem me disait que tu serais sur le cul et malheureux si tu revenais. Ne reviens pas, Cavana. Reste là-bas. Ça vire au gag énorme, à la comédie anglaise, au cauchemar. Tu te souviens de Meaning of Life, Le sens de la vie, ce film de Terry Jones et des Monty Python. Au début, on voit des poissons dans un aquarium, dans un grand restaurant, qui regardent leurs copains se faire dévorer par des clients humains. Et les poissons se mettent à philosopher. Je me sens comme un poisson dans un aquarium, et je les regarde vous dévorer. Fred, Fournier, Reiser, GB, Topor, Volin, te dévorer toi, déchiqueter Choron. Et moi je philosophe tel le petit poisson ventriloque de la rue des Trois Portes. Vous n'avez pas honte, les gars, de vous repaître de ces belles âmes et d'en faire de la merde? Pourquoi je te parle, Cavana? Pourquoi je lève les yeux au ciel en les frottant? Je sais que tu n'es plus là, que tu n'entends rien de ce que je te dis. C'est plus fort que moi, Cavana. C'est plus fort que tout. J'ai besoin de raconter cette histoire à quelqu'un. Mes insomnies me servent à écrire des éditos. Duras donc, ma belle Marguerite. Si j'avais su un jour qu'on ferait de Blast cette incroyable histoire, j'aurais peut-être mis une cravate. J'aurais davantage polissé mon discours. Mais je suis trop paresseux pour changer. Et au fond, ne le dites à personne, mais je me plais comme je suis. Mais oui, vieux fou, tu as raison! Le hasard faisant plutôt bien les choses, au moment précis où je m'étais sous presse, mon copain Lefred m'a envoyé un mail avec une sacrée bonne nouvelle. La sortie, 20 ans après sa mort, d'un album de chansons du professeur Choron, avec un groupe de Nancy qui porte le joli nom de « Tes baisers ont le goût de la mort ». Diront qu'on a bu pas mal. C'est du Choron dans le texte. Encore un mot pour finir et avant d'aller boire un coup. La bataille va être rude, mais rien n'est perdu, même si les vents contraires soufflent fort. Entre eux et nous, il y a la réalité du terrain. Je pense qu'ils s'en foutent de la réalité. Les 70 ou 80 000 morts de Gaza, comme les comptabilise cette semaine la revue scientifique anglaise The Lancet, ne les préoccupent pas. Ils s'en foutent de la réalité. Les responsabilités journalistiques dans ce moment-là sont immenses. Il faut savoir qu'il faut diviser les chiffres, si ce n'est par 5, au moins par 10. L'histoire de la Palestine non plus ne les préoccupe pas. Ils ne voient rien, aveuglés qu'ils sont par leurs croyances et leur esprit belliqueux. Il faut tenir bon, revenir au réel toujours, et avoir confiance en l'avenir. Il est imprévisible. Tout peut arriver, et le meilleur n'est jamais à exclure. Allez, salut, et vive Blast, Choron et Cavana.